Il appelle à l'unité nationale aux États-Unis. On l'érige au rang de martyr depuis la tentative d'assassinat qu'il a visée ce 13 juillet 2024. Mais le poing levé et le regard plus combatif que jamais. On a du mal à le croire, mais c'est bel et bien de Donald Trump que l'on parle. Dans une Amérique polarisée, le républicain présente pourtant un programme politique plus que préoccupant. The Republican Party should always be on the side of the miracle of life and the side of mothers, fathers, their beautiful babies, and that's what we are. Anti-avortement, anti-immigration. Are you a racist? Do you hate Mexicans? Et à 5 mois de l'élection présidentielle outre-Atlantique, que signifierait la victoire de Donald Trump pour la démocratie américaine? Ludivine Gili est historienne et directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. On revient ensemble sur les risques d'un potentiel second mandat aux enjeux décisifs. Bonjour Ludivine Gili, merci d'être avec nous sur Blast. Vous êtes historienne et directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes également l'autrice d'un livre paru en septembre 2022, il y a bientôt 2 ans donc, La révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie. Nous sommes en 2024, on porte bientôt de nouvelles élections présidentielles aux États-Unis. Cette démocratie américaine, comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui dans une société assez polarisée? La démocratie américaine se porte légèrement mieux aujourd'hui qu'en 2022, à l'issue de 2 ans de plus d'une présidence démocrate. Mais de nombreux éléments donnent matière à inquiétude pour le futur, en particulier selon quelle sera l'issue du vote du mois de novembre 2024. Alors c'est désormais une habitude de Donald Trump de contester constamment tout ce qui peut se passer, que ce soit les résultats des dernières élections. This is a fraud on the American public. Certaines condamnations. Donald Trump, reconnu coupable des 34 chefs d'accusation pendant sur des faits de falsification de documents comptables. C'est un procès truqué, une honte. Certaines accusations, on a vu même très récemment que certaines charges avaient été abandonnées contre lui en cette période si cruciale pour les élections américaines. Quels sont les risques de telles contestations constantes depuis tant d'années pour les piliers de la démocratie américaine, quand on pense notamment même à ces applications au niveau populaire et qu'on se souvient de l'invasion du Capitole il y a quelques années? C'est toute la question. C'est un point que je soulevais en point d'alerte dans mon ouvrage en 2022 à la suite des contestations en 2020. De nombreuses plaintes ont été déposées par Donald Trump et ses soutiens devant les tribunaux pour contester l'élection de 2020. Toutes sont restées sans suite, montrant que le système judiciaire a tenu à la suite de l'élection de 2020, mais depuis, les Républicains sont parvenus à faire élire un certain nombre de personnes qui donnent des indications qu'elles sont prêtes à contester les élections. On a entendu de nombreuses indications concernant des projets des Républicains pour contester les résultats de l'élection de 2024, avant même qu'on en connaisse les résultats. Et donc, ça pose question sur l'érosion des piliers et des barrières qui permettent de faire tenir la démocratie, parce que le système électoral, c'est quand même un des socles de la démocratie. Jusqu'à présent, les barrières tiennent, mais on peut se poser la question sur l'issue des élections de 2024 et sur le devenir de ces contestations selon le résultat de l'élection. Et même finalement les barrières de la justice, on le voit avec cette actualité récente. Tout cela est orchestré par Biden et son équipe. Peut-être que c'est le fait de gens plus importants et qu'il n'en sait rien parce qu'il ne comprend pas grand-chose. Mais il est le président et il faut bien le nommer. Et même les barrières de la justice, une des décisions particulièrement scrutées et problématiques à mon sens de la Cour suprême, c'est la décision qui accorde une immunité partielle au président des États-Unis. C'est-à-dire que la décision de la Cour suprême telle qu'on peut la résumer, et telle qu'on l'a entendu résumer, c'est immunité pour les fonctions présidentielles
non-immunité pour les fonctions qui ne sont pas effectuées dans le cadre de la présidence. Le problème, c'est que présenté comme ça, on a l'impression que finalement, ça n'est pas si problématique, sauf que la définition que la Cour suprême donne des fonctions présidentielles englobe dedans potentiellement toute fonction, y compris « je suis président ». Je prépare un coup d'État, mais je le prépare avec des acteurs institutionnels. Donc, moi, président, je discute avec le ministre de la Justice. Je suis président, le ministre de la Justice fait partie de l'administration. Toutes les interactions que j'ai avec le ministre de la Justice sont couvertes par l'impunité dont je peux bénéficier grâce à cette décision de la Cour suprême. Donc, c'est quand même problématique lorsque l'intention derrière les actions effectuées en tant que président n'est pas prise en compte dans la décision sur l'impunité ou la non-impunité. Du coup, on va revenir plus en détail sur ce que ça pourrait dire sur un président élu, Donald Trump, pour un second mandat. Avant ça, je vous propose d'aborder, et avant d'aborder son programme, d'aborder peut-être l'actualité quand même, sur cette tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump lors d'un meeting. Et pour certains observateurs, les dés sont jetés et c'est terminé. C'est ce qui va peut-être faire gagner Donald Trump. À votre avis, comment est-ce que ça va influer sur les élections ? C'est difficile à dire. Je ne pense pas du tout que l'élection soit jouée dès aujourd'hui. D'une part parce que il y a 3 semaines, le débat entre Joe Biden et Donald Trump n'avait pas eu lieu. Le débat a rebattu les cartes fondamentalement, amenant des questions sur la candidature, le maintien de la candidature du président démocrate. Il y a 4 jours, il n'y avait pas eu cette tentative d'assassinat contre Donald Trump qui rebat à nouveau les cartes. L'élection est dans 4 mois. De nombreuses choses peuvent se produire d'ici là. La situation économique, qui est la préoccupation principale de l'électorat, il faut quand même le répéter, va évoluer. La question, c'est dans quel sens va-t-elle évoluer et comment la perception des électeurs de cette situation va évoluer, parce que c'est surtout la perception des électeurs qui compte. Également, il peut se passer d'autres éléments. D'autant plus qu'aujourd'hui, les spécialistes de la politique suivent avec grande attention cette élection depuis des mois et des mois. L'électeur moyen aux États-Unis ne s'y intéresse pas encore ou commence à peine à s'y intéresser. Et donc, les opinions se cristalliseront un peu plus tard. Donc, il reste encore du temps. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, je ne serais pas très optimiste pour les démocrates. Mais il reste du temps et beaucoup de choses peuvent se dérouler d'ici là. Alors l'autre actualité, c'est la nomination de son colistier, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio. Motion's adopted. J.D. Vance is now the official nominee of the Republican Party to be the vice presidential candidate alongside Donald Trump. 39 ans, connu pour ses positions profondément anti-avortement. Il pourrait marquer l'histoire si Donald Trump était élu. Ce serait le plus jeune vice-président élu à la vice-présidence. Qu'est-ce que ça peut signifier, cette nomination dans cette course à l'électorat et comment est-ce qu'elle va soutenir ou non Donald Trump dans cette campagne? Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Le choix du candidat à la vice-présidence par Donald Trump est intéressant. On s'était longtemps interrogé sur est-ce qu'il va prendre un vice-président d'ouverture pour essayer d'élargir les perspectives en équilibrant un peu, en prenant quelqu'un. Par exemple, on avait parlé d'une femme, par exemple. La possibilité Nikki Haley avait été écartée à la suite des interactions qu'elle a eues avec l'ancien président Trump. On a aussi parlé de Tim Scott. Are you ready for 4 more years of Donald Trump? Oh, me too. Le sénateur de Caroline du Sud, puisque c'est un Africain-Américain qui aurait pu faire basculer certains électeurs, en particulier des hommes Africains-Américains, dans l'escarcelle du Parti républicain. Et finalement,
Il choisit un candidat qui lui ressemble énormément, qui, après l'avoir critiqué très vertement... Right, I'm a never Trump guy. I never liked him. Privately, Vance was even more critical, messaging a friend that Trump could be, quote, America's Hitler. A changé d'opinion et depuis est un soutien très loyal et qui s'exprime souvent en soutien à Donald Trump dans les médias. Et sur le plan des idées, il soutient des idées que Donald Trump a poussées depuis son élection et après. Donc en fait, quelque part, il prend un mini lui-même qui lui est loyal et qui ne va pas le remettre en cause. Donc la question qu'on peut se poser derrière, c'est qu'est-ce qu'il y gagne en termes d'électorat, puisque quelque part, le candidat à la vice-présidence va pouvoir séduire un électorat qui est déjà séduit par Donald Trump. Sachant que on se pose toujours la question de manière historique, quand on a ce qu'on appelle le ticket, le président plus vice-président, qu'on essaie d'équilibrer un homme, une femme, un jeune, un vieux, un blanc, un noir, etc. L'idée est, ou un nordiste, un sudiste, c'est d'essayer d'attirer d'autres électeurs. On n'est pas sûr que ça ait un effet véritable sur l'électorat, mais là, en tout cas, on n'a pas cette recherche de variété. Si on compare à Mike Pence, l'ancien vice-président américain, qu'est-ce qu'on peut faire comme distinction et comment on peut les interpréter ? Une des explications du choix de Mike Pence la dernière fois, donc c'était un homme blanc d'un certain âge, mais une des inquiétudes des républicains vis-à-vis de Donald Trump, qui était un peu un candidat tout fou et imprévisible, y compris pour l'électorat républicain, c'est qu'on avait des inquiétudes dans le camp républicain sur certaines postures de Donald Trump, sur ce qu'il pourrait faire, notamment sur la question de l'avortement, sur les questions LGBT, sur ce type de questions, les républicains avaient des doutes. Et donc le choix de Mike Pence était un choix rassurant parce que Mike Pence était extrêmement conservateur sur ces questions-là. Là, finalement, on reprend quelqu'un qui est presque une copie carbone en termes idéologiques de Donald Trump et qui peut faire figure d'héritier, puisque Donald Trump arrivera à un deuxième mandat. S'il était élu et qu'il quittait le pouvoir à l'issue de son second mandat, il aurait un héritier tout trouvé qui continuerait à pousser les mêmes idées que lui. Alors aujourd'hui, pour aller plus en détail sur ce programme de Donald Trump, quelles sont les grandes lignes ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? Est-ce qu'il est profondément différent de son précédent programme ? Et qu'est-ce qui vient en fait l'axer dans l'histoire du Parti républicain ? Ou non ? Alors, on a des incertitudes sur ce à quoi ressemblerait concrètement un programme de Donald Trump, même si on a de nombreux éléments qui nous donnent une bonne indication de la nature des propositions qu'il favorisera. Pourquoi on a des incertitudes ? Parce qu'en fait, Donald Trump parle beaucoup, mais reste assez souvent flou sur les modalités précises de ce qu'il veut mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a plusieurs éléments. On a les discours de Donald Trump de manière répétée, donc on connaît ses positions sur l'immigration, sur les questions LGBT, sur la question de l'avortement, on ne connaît pas vraiment ses positions, on pourra y revenir, sur les questions économiques, le protectionnisme, sur la réglementation. Donc on sait bien ce à quoi il est favorable, à part sur certaines questions. À côté de ça, on a le programme du Parti républicain qui a été approuvé il y a quelques jours, qui est beaucoup plus léger que le programme qui avait été approuvé par les républicains en 2016, puisque le programme de 2016 faisait une 50aine de pages, celui-ci en fait moins de 20. Et il a été revu par Donald Trump, donc on trouve des éléments qui sont presque tout droit extraits des discours de Donald Trump. Et à côté de ça, on a un projet dont on a parlé énormément ces derniers jours, qui est le projet 2025, qui lui ne se limite pas à un programme, mais également comporte des éléments de mise en œuvre de ce programme, et qui est poussé par un think tank conservateur aux États-Unis, la fondation Heritage,
et qui est l'héritage de travaux menés depuis les années 80. C'est là le socle programmatique sur lequel s'appuie ce projet 2025 et la 8e ou 9e version de la version produite au début des années 80. Et là, c'est pas une dizaine de pages, ce sont 900 pages. This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history. Pourtant, Donald Trump dit s'en éloigner. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que dit vraiment ce programme et quels sont un peu ses grands axes? Alors donc, ce programme, effectivement, fait 900 pages. Ce qui est intéressant sur ce projet 2025, c'est qu'on a ces 900 pages et on a des éléments permettant la mise en œuvre, sur lesquels on pourra revenir. Dans ces 900 pages, on trouve détaillées des mesures, ministère par ministère, pouvoir par pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, le législatif et les ministères, comment un pouvoir conservateur pourrait mettre en œuvre des mesures pour remettre la société sur le droit chemin, pour protéger l'économie aux États-Unis, alléger la réglementation. Donc, dans tous les domaines, on a vraiment des dispositions extrêmement précises. On va dans le détail de la réglementation environnementale, quel serait le sort de l'Agence de protection de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, qu'adviendrait-il du ministère de l'énergie, de la commission de réglementation des questions nucléaires, le ministère de l'Éducation, celui-ci, on parlait donc des chevauchements qu'on peut avoir entre le projet 2025 et les intentions affichées par Donald Trump. Quand Donald Trump dit je ne sais pas de quoi il est question, je ne connais pas ce programme. Ce programme a été établi sur la base de travaux de 300 experts auxquels la Fondation Heritage a fait appel. Plus d'une centaine de ces personnes-là ont travaillé dans l'administration Donald Trump. Donc dire qu'il n'est absolument pas au courant me paraît un peu gros. Et ensuite, sur le fond, on trouve une forte proximité entre des mesures avancées par Donald Trump et des mesures avancées dans ce programme-là. Alors, Donald Trump n'est pas l'auteur de ce programme, mais il trouverait dans ce programme une boîte à outils pour mettre en œuvre une partie des mesures qu'il a déjà annoncées, et il pourrait également y trouver des idées pour mettre en place d'autres mesures. Je mentionnais le ministère de l'Éducation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux. Une des propositions de Donald Trump, qu'on retrouve même dans les trois. C'est une proposition de Donald Trump, c'est une proposition du programme républicain, du Parti républicain adopté, et c'est une proposition du projet 2025. Suppression du ministère de l'Éducation. Parce que l'éducation ne doit pas être gérée au niveau fédéral pour les républicains, elle doit être gérée par les parents et par les États. Donc plus de besoin de ministère de l'Éducation. Une autre proposition qu'on retrouve dans les discours de Donald Trump et dans ce projet 2025, c'est la question des fonctionnaires. L'intention de Donald Trump, et il avait mis en œuvre lors de son premier mandat une disposition quelques semaines avant l'élection de 2020, visant à changer le statut de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires, de manière à les rendre révocables beaucoup plus facilement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on avait ce qu'on appelait le spoils system au XIXe siècle, qui était en gros un système de clientélisme. Lorsque le président était élu, il renvoyait des milliers d'employés fédéraux et il mettait à ces postes-là ses partisans. Et on s'est bien rendu compte au fil des ans que ça n'était pas du tout une manière efficace de permettre de gouverner, parce que en mettant des partisans et non des personnes recrutées sur la base de leurs compétences à des postes au sein de l'administration et dans les ministères, ça ne permet pas au ministère, au gouvernement de fonctionner correctement. Et donc il y a une loi qui a été votée en 1883, la loi Pendleton, qui crée
plus ou moins un système de fonctionnaires avec des recrutements basés sur le mérite et qui restent en poste malgré les changements de pouvoir. Et Donald Trump souhaiterait revenir sur ce système-là. Et c'est là aussi qu'on trouve les recoupements avec le projet 2025, qui repose sur un programme, mais aussi sur une mise en œuvre, avec un réseau qu'ils appellent un LinkedIn conservateur, qui vise à pré-identifier des conservateurs sûrs, des conservateurs loyaux. On les a pré-identifiés, donc on pourrait les nommer à toute une série de postes dans l'administration, après avoir fait place nette de fonctionnaires qui avaient été recrutés sur la base du mérite. Donc voilà, là on a une idée d'exemples précis sur lesquels on a un recoupement entre le projet 2025, l'administration Trump, les discours de Trump et le programme républicain. Alors revenons peut-être plus en détail sur les propositions de Donald Trump, et en tout cas ses volontés pour la présidence, avec en premier temps l'économie. C'est l'une des plus grandes préoccupations dans la société américaine en ce moment à l'annonce de ces élections, avec une volonté assez historique dans l'histoire du Parti républicain, celle d'afficher un protectionnisme fort. Est-ce que vous pourriez revenir plus en détail là-dessus ? Alors, on a deux tendances historiques au sein du Parti républicain qui se disputent la vedette au fil des décennies. On a eu une tendance protectionniste, effectivement, mais on a eu aussi plus récemment, c'est la tendance qui avait pris l'ascendant, une tendance un peu plus libérale. Donc, voilà, libéralisme économique, on ne met pas de droits de douane élevés, c'est la libre circulation des biens, etc. Et c'est cette tendance-là qui avait pris le dessus. Ça n'est pas du tout la politique économique qui est défendue par Donald Trump. Et effectivement, dans le programme du Parti républicain qui a été adopté il y a quelques jours, est inscrit le projet de mettre en place des droits de douane extrêmement élevés pour protéger l'économie américaine. Donc là, on voit que c'est une mainmise de Donald Trump et de ses idées sur la politique économique promue par le Parti républicain, sachant que la tendance libérale, le libéralisme économique au sein du Parti républicain continue d'exister et que parmi les électeurs républicains, il y a une portion non négligeable qui est favorable au libéralisme économique, notamment parce qu'on sait très bien que quand on impose des droits de douane élevés, ça renchérit le coût de toutes les importations et donc ça a un impact important sur la situation économique. Donc on a vraiment une tension au sein du Parti républicain entre ces deux écoles et là on voit que Donald Trump l'a emporté sur cette partie-là. Alors du côté social, l'avortement et l'immigration, ce sont les points phares, en tout cas de cette campagne trumpienne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui aux États-Unis ? Est-ce que ces enjeux vont réellement peser sur les élections et surtout dans les applications ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vouloir dire pour la société américaine s'ils sont appliqués en effet ? Alors, quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est l'économie qui arrive très largement en tête avec l'inflation. Ensuite, on trouve des questions. Alors, il y a une question qui est importante pour la population, c'est la question de la santé, mais avec des marqueurs pas très identifiés sur qui tirerait le bénéfice des préoccupations sur ce sujet-là. Et deux préoccupations, effectivement, que vous mentionnez, qui sont, elles, au cœur de l'actualité, sont l'immigration et la question de l'avortement. Avec une différence sur la manière dont les électeurs perçoivent ces deux sujets de part et d'autre du spectre politique. Sur la question de l'avortement, c'est clairement un sujet sur lequel la majorité de la population aux États-Unis, plus de 60%, souhaite un accès au droit à l'avortement, une préservation du droit à l'avortement,
avec des différences selon les démocrates et les républicains. C'est un sujet extrêmement important pour les démocrates. C'est un sujet qui est moins central pour les républicains, mais les républicains modérés sont intéressés par cette question-là. Est-ce que ce sujet-là pourra les faire voter pour un démocrate plutôt que pour un républicain ? C'est douteux, surtout au niveau national, dans la mesure où de nombreuses autres problématiques sont induites par l'élection d'un démocrate ou d'un républicain. Mais c'est un sujet qui contribue à la décision du vote. Ça va contribuer beaucoup plus côté démocrate. Inversement, la question de l'immigration est un sujet beaucoup plus important pour les républicains que pour les démocrates. Et dans les deux cas, on voit que sur la question de l'avortement, elle est très importante pour les démocrates et elle va inciter à voter démocrate parce que les démocrates font davantage confiance à un élu démocrate pour gérer ces sujets-là. Et de manière générale, l'électorat aux États-Unis fait davantage confiance aux démocrates pour la question de l'avortement. Ça n'est pas une grande majorité, mais c'est davantage favorable aux démocrates. Pour la question de l'immigration, c'est plus important en ordre de priorité pour les électeurs républicains que pour les électeurs démocrates. Et de manière générale, c'est un sujet pour lequel la perception, c'est que les républicains géreront mieux ce sujet-là. Donc si sur la question de l'immigration, on continue à avoir de nombreux migrants aux frontières, à la frontière sud des États-Unis en particulier, ça pourra être un problème pour les démocrates. Si la situation continue à s'apaiser comme elle semble le faire actuellement, ça sera un problème pour les républicains qui pourront moins l'utiliser. Si aujourd'hui Donald Trump est élu à une seconde présidence, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, pour la démocratie ? Quelles seraient les conséquences vis-à-vis de sa première élection il y a quelques années ? Et selon vous, comment est-ce qu'il pourrait effectivement mettre en place structurellement les mesures qu'il annonce et qui vont définir son programme et son projet ? C'est toujours difficile de prédire l'avenir, en particulier quand il s'agit de Donald Trump, parce qu'il a montré qu'il était hautement imprévisible. On a en revanche certaines indications qui nous permettent de supposer à quoi ressemblerait dans les faits une présidence de Donald Trump. On mentionnait tout à l'heure le projet 2025. Le projet 2025 lui donnerait une boîte à outils pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures. L'une des raisons pour lesquelles la présidence Trump numéro 1 a été moins efficace que ce que certains espéraient d'un côté, redoutaient de l'autre, c'est qu'en fait, il n'était pas préparé à mettre en œuvre les mesures qu'ils voulaient mettre en œuvre. Le sujet sur lequel ils étaient préparés, c'était les nominations dans le domaine judiciaire. Le Parti républicain était prêt, le Sénat républicain était prêt également. Donc ils avaient une liste de juges à nommer pour le président Donald Trump, à confirmer pour le Sénat. Des juges dont on savait qu'ils avaient des positions conservatrices. Et donc, dans ce domaine-là, la présidence Donald Trump a été extrêmement efficace. Dans le domaine des nominations à des postes dans l'administration, ils ont été très peu efficaces. Et donc, l'administration Trump s'est retrouvée avec de nombreux postes vacants qui l'ont empêché de mettre en œuvre une politique. Plusieurs études ont été publiées. Une était publiée en 2019, montrant que sur les 700 postes les plus importants à pourvoir dans l'administration, il y en avait à peu près 250 qui étaient vacants, 3 ans après l'élection. Donc ça montre qu'il y avait un défaut de préparation. Le projet 2025, parmi ses piliers, a un programme et a également le fameux LinkedIn conservateur qui vise à avoir pré-repéré des personnes
à mettre dans ces postes-là. Donc, on a un dicton en politique aux États-Unis qui dit policy is personal. La politique est menée par des personnes. Et si on ne dispose pas de ces personnes-là, le programme ne peut pas être mis en œuvre. Là, Donald Trump disposerait de l'effectif pour mener ces politiques, et il disposerait également du programme rédigé en grand détail par la Fondation Heritage pour mettre en œuvre toutes les mesures qu'il souhaite, soit celles qui avaient été annoncées, soit d'autres mesures. Et donc, ça rendrait cette deuxième présidence Trump beaucoup plus efficace. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la démocratie, sur ce sujet sur lequel vous avez travaillé pour sa première présidence, et à quoi on peut s'attendre pour la démocratie, les libertés américaines? Une deuxième présidence Trump pourrait être problématique à plusieurs égards. Les nominations qui ont été effectuées dans le domaine judiciaire ont permis de mettre en fonction de nombreux juges dans le système fédéral. Donc aux États-Unis, on a un système judiciaire qui existe dans les États et qui traite toutes les affaires qui relèvent du droit des États, et on a un système fédéral qui gère toutes les affaires qui dépendent du droit fédéral, avec au sommet la Constitution. Ce système-là, on a des cours de première instance, des cours d'appel et au sommet la Cour suprême. La Cour suprême gère très peu d'affaires, mais elle a un impact très important sur les décisions qui peuvent ensuite être rendues par toutes les cours inférieures. Et il est imprudent, dangereux et irresponsable de dire qu'il a été truqué, simplement parce qu'on n'aime pas le verdict. Notre système judiciaire perdure depuis près de 250 ans et constitue littéralement la pierre angulaire de l'Amérique. Donald Trump a nommé autour de 240 juges fédéraux pendant son mandat, dont 3 juges à la Cour suprême. Parmi ces juges, d'ailleurs, 84% de juges blancs et plus de 70% d'hommes. En comparaison, Joe Biden, pendant son mandat, a nommé environ 30-35% de juges blancs et autour de 35% d'hommes. Donc on voit que la typologie des juges n'est pas la même. Et en termes de dispositions qu'ils promeuvent et qu'ils mettent en œuvre ensuite, les différences sont fortes également. La Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis, c'est 6 juges conservateurs, 3 juges progressistes. Et certaines décisions sont rendues avec certains juges conservateurs votant avec les juges progressistes, mais on trouve de nombreuses décisions qui sont rendues à 6 juges conservateurs contre 3 progressistes, et notamment sur des sujets d'importance pour les questions démocratiques. La Cour suprême, pendant le premier mandat de Donald Trump, n'a pas forcément rendu immédiatement des décisions problématiques. En revanche, pendant le mandat de Joe Biden, c'est la Cour suprême, héritée en partie de Donald Trump, qui a rendu des décisions sur le droit à l'avortement, sur le contrôle des armes à feu, mais aussi, pour en revenir sur les questions purement démocratiques, sur la manière dont le système électoral peut fonctionner. Peut-on ou non redécouper des circonscriptions électorales de manière partisane ? Ça n'est pas un problème pour la Cour suprême des États-Unis. À tout le moins, ça n'est pas un problème dont elle peut se saisir. C'est un problème qui doit être réglé par les partis et par le peuple qui élit des représentants. C'est le problème des représentants du peuple de régler ces questions-là. Ça n'est pas le problème de la justice de se prononcer sur un redécoupage partisan qui va favoriser des démocrates ou des républicains dans la manière de découper les circonscriptions électorales. La conséquence immédiate, c'est que lorsque, au sein de tel ou tel État, puisque le découpage des circonscriptions électorales dépend des États, de nombreux États, en particulier républicains, ont la main dans de nombreux États.
en particulier républicains, ce sont les parlements locaux qui ont la main. Lorsque c'est un parlement à majorité républicaine, il va dessiner des circonscriptions qui favorisent les républicains, ce qui va permettre de faire élire des républicains au niveau local, mais aussi au niveau fédéral. Et on a déjà, c'est une question que j'explore dans mon ouvrage, on a déjà aujourd'hui la conséquence de ce déséquilibre entre le vote qui est effectué par le peuple, quand on totalise les voix, vers quel candidat se sont portées les voix des citoyens, et quand on regarde le résultat. Donald Trump a été élu en 2016, selon les règles qui permettent d'élire le président aux États-Unis. Ce sont 50 élections dans 50 États, plus une élection dans le District of Columbia à Washington. Le total des voix est cumulé, mais c'est un système de grands électeurs, c'est un système indirect, et donc le résultat de l'élection n'est pas le résultat du total des voix individuelles de chacun des électeurs. Et donc, ça permet à Donald Trump d'être élu, de mener un programme conservateur, alors que, si on fait le total des voix émises par les électeurs en 2016, c'était une majorité démocrate. Hillary Clinton a recueilli plus de voix que Donald Trump. Et sur les 8 dernières élections présidentielles aux États-Unis, lors de 7 de ces élections, c'est le candidat démocrate qui a reçu le plus de suffrages sur le plan suffrage universel. Mais lors de 3 de ces élections, c'est un président républicain qui a été élu. Donc ça, c'est quand même préoccupant sur le plan démocratique. C'est vrai que c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec ce qui se passe chez nous. Après, on a vu cette montée de l'extrême droite pour les européennes, ensuite pour les législatives avec le Front populaire. Là-bas, ce n'est finalement pas possible, en fait. Non. On a un système qui est aujourd'hui verrouillé. On a 2 partis qui, au fil des ans, ont bâti leur suprématie sur le système, qui se répartissent les mandats. Le mode d'élection avec des primaires qui permettent à chacun des partis de choisir ses candidats tend à radicaliser les positions, à polariser davantage le système. Et le fait d'avoir ces 2 partis qui ont des électeurs acquis à leur cause et qui détiennent les leviers du système électoral, ce système empêche l'émergence d'autres candidats. Alors, on voit des tentatives de faire émerger de nouveaux types de systèmes électoraux. Le système de classement des votes, Ranked Choice Voting. On a certains États qui ont adopté ce système, y compris au niveau des primaires, dans lequel on ne va pas choisir chez les républicains un candidat républicain, chez les démocrates un candidat démocrate, et ensuite, lors de l'élection, se font face le favori des uns et le favori des autres. En Alaska, par exemple, ils ont mis en place un système où on a une primaire ouverte, et ce sont je crois que c'est les 4 premiers, indépendamment de la couleur politique, qui se font face lors de l'élection. Et lors de l'élection, je ne vais pas rentrer dans le détail du système, mais on a un système où les électeurs se prononcent non pas seulement pour un candidat, mais classent les candidats dans un ordre de préférence. Donc ce sont des systèmes alternatifs qui ont des avantages et des inconvénients, qui essaient de changer l'équilibre des forces et de permettre à des candidats moins polarisants d'émerger, mais dans la majorité du système, on a des primaires républicaines qui font émerger des candidats plutôt radicaux côté républicain et des primaires démocrates qui font émerger les candidats plus favorisés par les démocrates. Et ensuite, comme on a des États aux États-Unis dans lesquels certains sont modérés, mais nombre des États sont franchement républicains ou démocrates, on va avoir une offre politique qui est finalement
assez peu diversifié, parce que si une primaire dans l'Alabama fait émerger un républicain radical, ce républicain radical sera élu parce qu'un candidat démocrate, tout modéré qu'il serait, n'aurait aucune chance. Et malgré tout, la rue s'exprime quand même. On a pu le voir pendant le dernier meeting de Milwaukee, lors duquel Donald Trump est apparu pansement sur l'oreille. Une manifestation avait lieu juste devant ce meeting à l'extérieur contre la campagne de ce candidat. Et malgré tout, dans ce système électoral, un point qui peut venir inquiéter, c'est le soutien assez important et même historique en termes de montant d'investisseurs pour la campagne, à commencer par Elon Musk qui a annoncé un soutien financier très fort. Est-ce que ça, c'est pas non plus un as très fort dans la manche de Donald Trump? Le Wall Street Journal, le milliardaire Elon Musk prévoit de donner près de 45 millions de dollars par mois à American PAC, un comité d'action politique destiné à soutenir la campagne présidentielle de Donald Trump. Le poids du financement des campagnes, c'est un problème qui n'est pas nouveau dans la politique aux États-Unis. Donald Trump bénéficie d'un fort soutien financier, mais les démocrates bénéficient d'un fort soutien financier également. Ici, on n'a pas forcément un avantage drastique qui permettrait à Donald Trump de remporter l'élection grâce à cet avantage financier. En revanche, le problème des montants qui sont dépensés, on parle de milliards de dollars. Là, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais l'élection de 2020 a battu des records de dépenses. L'élection de 2016 en avait battu avant elle, et on ne cesse de battre de nouveaux records de dépenses. Simplement, cet argent vient de quelque part. Et c'est bien le problème ici, c'est qu'en fait, il donne un pouvoir disproportionné à certains groupes d'opinion sur la manière dont est menée la politique dans certains domaines. Un groupe d'opinion dont on a beaucoup parlé dernièrement du fait de la guerre entre Israël et le Hamas, c'est un groupe qui s'appelle AIPAC et qui est un lobby pro-israélien qui va dépenser de l'argent dans les primaires, dans les élections générales, à la fois pour des candidats démocrates et pour des candidats républicains, pour s'assurer que les prises de position politiques soient favorables à l'État d'Israël. On en a parlé récemment parce qu'on a vu des sommes colossales dépensées lors d'une primaire du Parti démocrate, dans l'État de New York par exemple, où ce lobby en particulier a dépensé des sommes considérables pour essayer de faire perdre un candidat démocrate, un élu démocrate sortant. Ce candidat démocrate sortant, qui avait des positions défavorables à Israël, a perdu. Un autre exemple, c'est le lobby des armes à feu, qui finance à la fois les candidats des démocrates et des républicains, et c'est l'une des explications des difficultés qu'ont les députés et les sénateurs à faire approuver des lois de contrôle des armes à feu auxquelles la population est très, très majoritairement favorable. Mais ces lois n'aboutissent pas parce qu'elles ne trouvent pas de majorité à la Chambre et au Sénat. Alors, quand on s'en tient aujourd'hui à la rhétorique que prend Donald Trump, qui se fait passer pour le représentant de la liberté, à la base, il appelait au combat, fight, juste après le tir, il appelait à l'unité, unite. Comment est-ce qu'on peut interpréter l'état actuel des valeurs américaines? Qu'est-ce que ça en dit aujourd'hui de cette Amérique-là? C'est effectivement, les États-Unis sont sans dessus-dessous actuellement. On voit dans la rhétorique utilisée par Donald Trump qu'il reproche au camp adverse précisément ce que lui-même fait. Il reproche au camp adverse de voler l'élection alors qu'il a tenté de voler l'élection. Our country cannot live with this kind of an election. Maybe you'll have a revote, but I don't think that's appropriate. When those votes are corrupt, when they're irregular, when they get caught,
The media knows this, but they don't want to report it. Il reproche des mesures fascistes, il reproche à Joe Biden de le persécuter sur le plan judiciaire, alors qu'il est poursuivi pour avoir commis des délits ou des infractions. Il a été condamné pour l'un d'entre eux. Le problème aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'en fait, quand on regarde, donc on a des rhétoriques qui s'affrontent, mais derrière les rhétoriques des candidats, on a les électeurs, on a la population, et on se rend compte que la rhétorique pénètre au sein de la société et convainc une partie de l'électorat. À la suite de l'élection de 2020, on a eu de nombreux écrits, de nombreuses déclarations concernant les craintes pour la démocratie. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, on se rend compte que aux États-Unis, la population est inquiète pour la démocratie. Et spontanément, on pourrait se dire, mais si 80% de la population s'inquiète pour l'état de la démocratie, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un problème, et donc peut-être que cet électorat se mobilisera pour faire en sorte de faire barrage à tout ce qui pourrait venir mettre en danger la démocratie. Mais en fait, quand on regarde le détail des réponses et des motivations derrière ces réponses, on se rend compte qu'en fait, les raisons pour lesquelles les Américains sont inquiets pour la démocratie ne sont pas les mêmes. Les démocrates sont inquiets parce que ils constatent du côté des républicains des tentatives de contester les résultats d'élections qui se sont passées de manière tout à fait régulière, des tentatives d'empêcher les électeurs d'un certain bord politique de se rendre au bureau de vote, par exemple en fermant des bureaux de vote, par exemple en changeant les contours des circonscriptions électorales, rendant plus compliquée l'élection de candidats de l'autre bord. Ça, c'est pour le côté des démocrates. Du côté des républicains, l'inquiétude pour la démocratie existe. Elle est réelle. Mais pour les républicains, quelle est l'inquiétude ? C'est qu'on leur vole l'élection. Et une majorité des républicains est aujourd'hui convaincue que l'élection de 2020 a été volée à Donald Trump. Et donc, ils sont inquiets puisqu'ils craignent qu'en 2024, le schéma se reproduise et que les démocrates leur volent à nouveau l'élection. Donc, ils veulent davantage de sécurité. Ils veulent des pièces d'identité avec photo obligatoires pour voter. Ça n'est pas le cas aux États-Unis, dans tous les États en tout cas. Ils veulent mettre en place des dispositions pour rendre plus difficile l'accès au vote, pour le sécuriser davantage. Donc on se rend compte que la démocratie est un enjeu. Elle est mise en cause aux États-Unis actuellement, mais les dangers ne sont pas perçus de la même manière par les deux parties, et en soi, c'est un grand problème. C'est un peu paradoxal que la citation « un peuple qui veut plus de sécurité pour moins de liberté ne mérite ni l'une ni l'autre » soit américaine, oui. Et vienne au fondement même du système américain. Une dernière question. Ce mot de fascisme qu'on entend régulièrement dans des périodes électorales, quand on s'en tient aux États-Unis, est-ce qu'il s'agit d'une rhétorique électorale ou est-ce qu'on peut parler, dans les décennies à venir, de réels risques ? Là encore, c'est difficile de se projeter. En fait, on a en germe aujourd'hui la possibilité d'un système autocratique ou dictatorial aux États-Unis. Il existe. En 2016, des inquiétudes existaient déjà, du fait de la rhétorique portée par Donald Trump. On se souvient des accusations qu'il portait contre Hillary Clinton. C'était « lock her up, lock her up ». Finalement, il n'en a rien fait. Il n'en a rien fait en partie parce que les barrières, les fameux checks and balances, les poids et contrepoids qui existent, les contre-pouvoirs qui existent dans le système aux États-Unis ont joué leur rôle et ont empêché à l'exécutif
de prendre ce type de mesures. Le problème, quand on regarde le projet 2025, par exemple, et les mesures proposées par Donald Trump, parmi ces mesures, on a la politisation du FBI. On en fait une task force politique. On a la mise sous tutelle du ministère de la Justice, c'est-à-dire que le président aurait la main sur le ministère de la Justice pour s'en prendre aux personnes qui ont persécuté prétendument Donald Trump entre 2020 et 2024. Donc ce système-là où on mettrait le pouvoir judiciaire sous la tutelle du pouvoir politique, sachant que dès maintenant, le pouvoir judiciaire est partiellement contrôlé par des ultra-conservateurs mis aux commandes, je le répète encore, par une minorité de la population aux États-Unis, puisque nombre de ces juges à la Cour suprême ont été nommés par des présidents qui ont été élus par une minorité d'électeurs et ont été confirmés par un Sénat élu par une minorité d'électeurs. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui font la loi et qui prennent des mesures qui rendent possible une prise de pouvoir par le président, avec la décision, par exemple, de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle partielle. Donc on a vraiment, sur plein d'aspects, une possibilité pour un président qui souhaiterait prendre des dispositions antidémocratiques de le faire. Un grand merci, Ludivine Gili, de toutes ces explications et de toutes vos analyses. Je rappelle que vous êtes historienne, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès et que vous êtes l'autrice d'un livre paru en septembre 2022. On va voir comment cela va évoluer. Donc, la révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie, un sujet donc à suivre hautement. Encore un grand merci et à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir suivi cet entretien. Réagissez et débattez aux enjeux de ces élections dans les commentaires. Et comme toujours, pour soutenir une information indépendante, vous pouvez faire un don ou encore liker et partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.